Je suis Jacques Ouellette, formateur pour le service de formation continue de Charlevoix. Ce que vous devez savoir, c'est qu'à partir du moment où vous avez une identité sur l'Internet, si vous existez dans le cyberespace, vous êtes à risque. On n'a pas le choix aujourd'hui, même si on a des pratiques sécuritaires, juste le fait que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on prend comme document, par exemple, est numérisé. Il n'y a pas une feuille de papier aujourd'hui. Ça a changé énormément. Anciennement, si je voulais voler vos secrets industriels, par exemple, alors je devais envoyer un espion qui allait chez vous, un employé qui travaillait, qui prenait du temps, qui éventuellement avait accès à certaines choses. Aujourd'hui, tout ce qui concerne notre vie privée, notre vie professionnelle, notre entreprise, tout est numérisé. Tout existe dans le cyberespace, donc tout est accessible à distance. On vous vante l'accès à distance. On dit c'est pratique. Tu peux être en Floride, tu peux ouvrir un contrat, tu peux le signer, tu peux le retourner. Mais ça veut dire qu'on peut être en Chine puis qu'on peut éventuellement aussi accéder à ce contrat-là. Alors, on va voir trois aspects aujourd'hui de la cybersécurité. On va parler des menaces. Qui, comment, pourquoi. Qui nous menace, qui est menacé. Comment on fait pour nous menacer ou comment on fait pour nous nuire. Et on va également parler du dernier point, c'est-à-dire les obligations, comment réduire le risque. En deuxième point, pardon, on va réduire le risque. Comment on fait pour, autant que faire se peut, se prévaloir contre ce genre de menaces-là. Et finalement, on va peut-être, certains d'entre vous allaient peut-être être surpris d'apprendre qu'il y a une législation, il existe des lois qui nous obligent à prendre certaines précautions concernant la sécurité des données. L'avènement des lois a été un petit peu bousculé, a été un petit peu mis de l'avant suite aux problèmes que, par exemple, Desjardins a vécu. Vous savez, ouais. Et ce qui s'est produit avec Desjardins, en quelque sorte, c'est qu'il y avait un gros vide juridique. L'entreprise s'est retrouvée avec une obligation morale de nous compenser, de nous aider à faire en sorte que ça ne se reproduise pas, mais il n'y avait pas d'obligation légale. Ils ne se sont pas nécessairement fait taper sur les doigts. Oui, ça a nui monétairement, oui, ça a nui à l'usage de marque de l'entreprise, mais ça n'a pas nécessairement été légalement impliquant. Il n'y avait rien de spécial pour eux autres. Alors, dans un premier temps, bien sûr, on doit définir la menace. Qui, comment, pourquoi. Anciennement, on se rappelle tous d'avoir vu des films où le pirate informatique, c'était le petit jeune assis dans son sous-sol avec son ordinateur qui était en train de puis qui rentrait dans des systèmes. Ça a tellement, mais tellement changé. La seule vérité qui reste de cette image-là, c'est que les petits pirates qui travaillaient dans leur sous-sol, on l'a vu dans plusieurs films, à un moment donné ou à un autre, il arrivait quelqu'un du gouvernement qui dit « Vous allez me mettre en prison? Non, tu vas venir travailler pour nous autres. » Alors, effectivement, c'est ce qui s'est produit. Les personnes les plus compétentes se sont trouvées des emplois, plus ou moins légaux. Et à la suite de ça, le gouvernement a dit « Bien, non seulement on va recruter des gens comme ça un peu partout, mais on va en former. » Alors, dans des pays comme le nôtre ou comme les États-Unis en général, il y a des endroits où on forme des gens spécialisés en cybersécurité. Par contre, il y a des pays, pour ne pas les nommer, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, qui ont, eux, ouvert des universités où on forme des pirates. Plutôt que d'avoir des écoles où on forme des espions, on forme des pirates informatiques. Ils sont rémunérés et on évalue ce chiffre-là m'a vraiment surpris. On évalue que juste en Chine, il y a 100 000 hackers professionnels rémunérés par l'armée, par le gouvernement, pour tenter de pirater du contenu. Parce qu'il faut savoir qu'on ne fait pas que nuire à des entreprises, on veut vraiment aller chercher des secrets industriels, on veut vraiment être capable de surveiller ce qui se passe, d'être au fait des nouveaux développements, des nouvelles innovations, et on veut savoir exactement où on en est rendu. Ça se fait à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, le piratage n'est plus que, oui, il est informatique, mais il n'est plus que sur vos ordinateurs personnels, il est également sur les téléphones. Vous savez, on a parlé récemment de l'introduction du 5G pour la compagnie qui était la plus avancée techniquement là-dedans, Huawei, parce que l'infrastructure cellulaire, normalement, c'est une des compagnies qui fournissait les meilleurs systèmes, mais à un moment donné, Huawei étant une compagnie qui appartient, comme presque tout en Chine, à l'armée ou à l'État. Alors, c'est la même chose, hein, l'armée et l'État là-bas. Alors, on a dit en quelque part, même s'ils nous promettent, même s'ils nous signent des contrats, il n'y a rien qui les empêche, puisqu'ils ont développé le système, de mettre quelque chose à l'intérieur du système qui leur permettrait d'écouter toutes les conversations. Et ça non plus, ce n'est pas une fable. Quand on parle des intelligences artificielles qui écoutent les conversations et qui vont tout simplement soumettre à des opérateurs humains une conversation dans laquelle il y a eu des mots-clés,
président, bombe, etc., etc., bien, on sait que ça devient très problématique. Les grandes organisations également dont on parle, c'est-à-dire les universités chinoises, russes, etc., ont également mis une autre pratique de l'avant, c'est qu'ils vont distribuer des outils, des kits d'outils pour tous les petits pirates qui existent encore chez eux. Et avec ces outils-là, le pirate va dire « Hey, wow, j'ai un logiciel maintenant que si je réussis à le placer dans cette chose-là, on va être capable d'accéder, etc., etc. » Oui, c'est vrai, ça fonctionne, mais le pirate, également, quand lui obtient l'accès, automatiquement, il y a une notification qui arrive dans les émetteurs de logiciels pour leur dire « Hey, regarde, celui-là qui était dans l'entreprise, qui est fâché après son entreprise, qui a pris le logiciel pour espionner, bien, il nous a donné accès également au contenu. » Alors, les menaces ont vraiment évolué à ce niveau-là. Quel est le résultat espéré? Pourquoi ils font ça? Bien, comme on le disait précédemment, ils veulent bien sûr obtenir de l'information, ils veulent avoir accès à des informations confidentielles, privilégiées, secrètes, etc., etc. Mais il y a un autre aspect. Dans un premier temps, on va discuter qui est ciblé. On peut dire, oui, mais tu viens de me dire qu'ils vont cibler les gouvernements, les grosses entreprises. Pas nécessairement. Malheureusement, c'est en anglais, mais on constate qu'au niveau des personnes ciblées, tous les secteurs le sont. Le secteur public l'est énormément. Les services professionnels le sont aussi énormément, mais quand on regarde, on retrouve de tout là-dedans. On retrouve de la santé, on retrouve des fournisseurs de nourriture, on retrouve des services financiers qui sont également en grosse partie ciblés, les services aux consommateurs, etc., etc. Il y a effectivement beaucoup de types d'entreprises différents qui sont ciblés. En fait, on shoot at large, hein, on espère qu'une porte va s'ouvrir en quelque part et tout le monde peut être attaqué. C'est également le cas pour le pourcentage d'organismes ou d'organisations qui ont été affectés par une attaque quelconque. L'attaque n'a pas nécessairement porté fruit, mais à un moment donné ou un autre, en 2021, 86,2 % des entreprises avaient été, à un certain point, soumis à une attaque qui n'a pas nécessairement porté fruit, mais vous avez reçu un courriel qui était potentiellement dangereux. Vous avez eu le réflexe de ne pas cliquer dessus et vous n'avez pas été infecté. Mais 86,2 % des personnes ont été, d'une façon ou d'une autre, soumis à une menace. Alors ça, c'est énorme. Et imaginez en 2022, en 2023, je pense qu'on est rendu pas loin des 100 %. Là, je connais personne qui ne m'a pas dit à un moment donné, j'ai reçu un courriel qui était louche. Quel est l'avantage que nous avons au Québec concernant les menaces, justement, par phishing, par hameçonnage? Bien, c'est d'ailleurs pour ça que mes statistiques sont en anglais, on est un tout petit noyau francophone dans une mer anglophone, l'Amérique du Nord, le Canada en général. Alors, en général, si j'ai à développer un hameçonnage ou un faux courriel pour vous inciter à faire quelque chose, c'est presque sûr que je vais le faire en anglais. J'ai aucun autre intérêt. Et à ce moment-là, nous, bien sûr, c'est déjà louche en partant quand on reçoit quelque chose qui nous dit que tu n'as pas payé ta facture, mais que c'est en anglais, bord en bord. À moins d'être une multinationale, on peut se poser des questions a priori. Donc, on peut prétendre que le Québec profite d'une certaine protection, encore une fois, à cause de sa langue. Comment on nous attaque? Quelles sont les menaces les plus communes? Il y a différents types de menaces. Étonnamment, dans l'ordre des menaces les plus importantes, ce sont les malwares dont font partie ce qu'on appelle le CryptoLocker, un logiciel qui va encrypter vos données. L'encryption de données, c'est quelque chose qu'on fait justement pour que nos données ne soient pas lisibles. C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, une grosse brique de données et on va tout inverser les caractères. Si la brique de données, à l'origine, contenait 1000 pages avec 500 000 mots, bien, elle va encore avoir 1000 pages avec 500 000 mots, mais toutes les lettres vont avoir été interverties et on ne peut plus lire le contenu du livre. Ça prend absolument ce qu'on appelle la clé qui va dire prends le premier caractère, mélange-le avec la dernière page et qui va tout remettre ça dans l'ordre. C'est un processus laborieux, mais en termes d'informatique, ça prend des millisecondes, ça se fait très vite. Alors, les données qui sont encryptées ne sont plus lisibles. Alors, les pirates ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Ils ont dit tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du moment où, à la suite d'un hameçonnage, je vais réussir à entrer dans le système de cette entreprise ou de ces individus-là, bien, cette personne-là va cliquer sur un logiciel pensant bien faire, elle va cliquer sur un lien ou elle va cliquer sur une pièce jointe, et cette pièce jointe-là va tout simplement encrypter la totalité des données de l'entreprise. Ça a été le plus répandu, surtout depuis les dernières années. On va voir la progression tout à l'heure, mais c'est vraiment l'encryption de données qui a été le plus gros problème qu'on a rencontré. Ça a été aussi le plus lucratif pour les pirates. C'est incroyable. Les chiffres qu'on va voir tantôt font peur. Alors, les données encryptées, ce qui se produit, c'est que c'est lui qui retient la clé. Il possède la clé. Alors, moi, je ne peux plus accéder à mes données. Qui plus est, quand vous regardez sur
pour ceux d'entre vous qui utilisez des ordinateurs Windows, quand on clique sur ce PC, on voit notre disque dur, on voit le contenu de notre ordinateur, mais dans mon organisation, je vois également les disques partagés, je vois également mes clés USB que j'ai branchées, je vois également mes disques durs externes que j'ai éventuellement branchés. Et quand mon logiciel d'encryption va démarrer son forfait, bien, il va encrypter tout, incluant les échelles que j'utilise pour les opérations journalières. Alors là, je me retrouve mal pris. Qu'est-ce que je fais? Je suis une entreprise qui ne peut pas se permettre de passer à côté de l'informatique et je fouille sur les réseaux sociaux et on me dit qu'effectivement, les personnes qui paient les rançons reçoivent la clé dans la majorité des cas et sont capables de décrypter leurs données. Qu'est-ce que vous faites? On paye. Alors, c'est vraiment, vraiment lucratif à ce moment-là. Et qui plus est, à partir du moment où cette entreprise, cette pirate-là, cette institution-là, parce que souvent, c'est des institutions, ont réussi à rentrer dans mon système, ils ont réussi à voir de quel type d'entreprise il s'agit. Alors, ils vont ajuster, bien sûr, le prix de la rançon en conséquence, et ça se chiffre souvent dans des montants assez faramineux, merci. Le deuxième façon la plus populaire après les encryptions, la plus facile pour eux d'entrer dans vos systèmes, c'est bien sûr le hameçonnage. Il y a également l'espionnage de communication, hein, de voir qu'est-ce qui se passe quand vous discutez avec quelqu'un ou quand vous passez avec quelqu'un, si on réussit à capter ce qui se produit. Et ça, c'est très commun quand vous êtes, par exemple, dans des aéroports ou dans des lieux publics. Quand je parle, n'oubliez pas, hein, vous dites, oui, mais je ne traîne pas mon laptop dans des lieux publics. Vous traînez votre téléphone. Votre téléphone dans un lieu public, tu dis, hey, c'est le fun, je suis aux Galeries de la Capitale, le réseau est gratuit. Bien, moi, je peux m'installer avec mon portable aux Galeries de la Capitale, ouvrir mon ordinateur portable, avoir tous les logiciels nécessaires dedans pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe comme communication sur ce réseau public et en analyser quelques-unes pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose que je pourrais tirer comme information qui me permettrait de vous infecter, ou etc., etc. D'où l'utilisation préconisée d'un VPN à toutes les fois qu'on utilise un réseau qui n'est pas le nôtre dans notre entreprise. Il y a également, c'est quoi l'histoire du zombie? PC zombie. Toute infection que vous recevez dans votre ordinateur n'est pas nécessairement déclarée tout de suite. C'est-à-dire que quand vous êtes infecté, votre ordinateur commence pas à avoir des gros messages puis vous dire vous avez un problème. Ça prend un peu de temps et parfois on s'en aperçoit pas du tout parce que le logiciel qui a été placé dans notre ordinateur par une porte dérobée ou par un hameçonnage ou peu importe, va tout simplement permettre à cette personne-là éventuellement d'utiliser certaines fonctionnalités de mon ordinateur. L'attaque la plus commune est une attaque qu'on appelle le Denial of Service, le DOS ou le DDoS, parce que c'est dirigé. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que si vous prenez J'étais surpris parce que tout récemment, il y avait le site du Planétarium de Montréal qui, pour ceux de mon âge, offre le spectacle Pink Floyd Dark Side of the Moon. Puis il disait que leur billetterie était capable de supporter 500 personnes simultanément. Puis il y avait prévu le coût, fait qu'ils ont augmenté ça à 1000, mais il y avait 8000 personnes simultanément qui demandaient. Alors, tout s'est effondré et le système a planté. C'est une des attaques les plus faciles technologiquement. C'est que vous prenez le site d'une personne qui a été prévue pour répondre à X nombre de demandes et vous la bombardez de demandes. Mais comment faites-vous pour être capable de prendre 10 000 ordinateurs qui vont tout en même temps aller demander la page d'accueil ou la page de réservation ou quelque chose comme ça? Il faut que vous ayez infecté des PC. Il faut que les PC soient zombies, entre guillemets. Puis à un moment donné, tu dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il n'arrête pas de m'ouvrir une page web pour aller sur le site de l'hôtel XYZ. Je n'ai jamais demandé ça. C'est parce qu'en quelque part, quelqu'un a réussi à utiliser votre PC pour lancer des attaques massives. Il y a des pirates qui se vendent et disent, moi, là, sans que personne le sache, moi, je contrôle 22 000 ordinateurs. Je contrôle, c'est relatif, là, mais je suis capable de lancer des attaques à partir de 22 000 ordinateurs. Alors, quand c'est le temps de lancer une attaque des DOS, bien, on utilise ces 22 000 ordinateurs-là qui vont subjuguer un site en quelque part, et c'est ce qu'il y a de plus efficace, mais malheureusement, il y a très peu de méthodes pour se prémunir contre ce genre d'attaque-là. Est-ce que ton ordinateur ne fait pas un paquet de choses à ton insu, justement, sans que tu le saches, qui sont tout à fait normales? Est-ce qu'il ne fait pas régulièrement des demandes à des sites, en quelque part, pour dire est-ce qu'il y a une mise à jour de disponible? Est-ce qu'il y a... Et ça, tu ne le vois pas. Est-ce qu'il n'est pas constamment en train de demander à ton serveur de courriel est-ce que tu as du courriel pour moi? Est-ce qu'il y a de nouveaux événements qui ont été placés dans mon calendrier? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de tâches dans ton ordinateur qui roulent en arrière-plan. Puis tu ne le sais pas vraiment. Tantôt, je donnais l'image d'une page web qui apparaît où tu ne veux pas aller. C'est extrême parce qu'en général, tu ne le sais pas. Il y a une seule façon, et c'est un peu plus technique, c'est d'aller voir dans ce qu'on appelle le gestionnaire de tâches pour voir quelle tâche est active dans ton ordinateur. Mais encore là, il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Ils vont dire, il y a un paquet d'affaires que je ne connais pas, on va toutes les arrêter.
Mais tu veux pas les arrêter parce qu'effectivement, tu veux que ton ordinateur continue de demander si tu as du courriel, etc., etc. Alors non, on n'est pas vraiment conscient de ça. Il y a également des choses un peu plus spécialisées comme les infections SQL, XSS. En tout cas, ça, c'est toutes des choses qui sont des failles de sécurité imputables ou à ton système d'exploitation ou à un des logiciels que tu as dans ton ordinateur. Le hameçonnage, on en a parlé. C'est probablement la façon la plus facile pour un pirate, en quelque sorte, d'entrer dans ton ordinateur parce que il est relativement complexe si on garde nos mises à jour effectuées de façon régulière et qu'on possède un antivirus fonctionnel, à jour, dans notre ordinateur. Il est relativement difficile pour un pirate d'entrer. La seule façon, c'est qu'il faut qu'il connaisse une faille de sécurité très récente qui n'a pas été colmatée. On en reparlera tout à l'heure, c'est quoi exactement des failles de sécurité. Sinon, malheureusement, il faut que tu lui ouvres la porte. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour se faire ouvrir la porte pour entrer dans ton... Et quand je dis dans ton système, dans ton ordinateur, n'oubliez pas une chose. À partir du moment où j'entre dans un ordinateur d'un réseau, bien, j'ai probablement accès à tout ce que cet ordinateur-là accède dans le réseau. Donc, on va vous envoyer, comme on le disait précédemment, un courriel qui va vous inciter à réagir rapidement. On va vous dire, tu as un paiement qui a été refusé, ton compte est désactivé sur Netflix, il y a une infection qui est détectée dans ton ordinateur, vous avez gagné. Ça, c'est un peu plus tiré par les cheveux. Et on va vous inciter à répondre rapidement. Cliquez ici, vous allez recevoir une facture, mettons Netflix, 1 300 $ portés à votre compte. Tu vois, c'est quoi ça? Cliquez ici pour voir la facture. Et à partir du moment où moi, en tant qu'utilisateur, à l'intérieur de mon réseau sécurisé, je clique pour accéder à quelque chose à l'extérieur, une fois, deux fois, et malheureusement, j'ai vraiment ouvert la porte aux bandits, puis je l'ai ouvert at large. Là. Ça commence à être problématique. Bien sûr, si j'ai un antivirus efficace ou certaines protections efficaces à l'interne, il se peut que je le détecte, que je suis en train de me faire arnaquer, mais il se peut que ça passe totalement inaperçu parce que, entre autres choses, quand on parlait de failles de sécurité ou quand on parlait de logiciel antivirus, le logiciel antivirus, c'est pas pour rien qu'il y a des mises à jour régulières. C'est un catalogue de tous les virus ou de toutes les attaques possiblement connues. Mais probablement que si ton logiciel est intelligent, la première chose qu'il va faire, il va aller voir ton antivirus puis il va arracher la page qui le concerne. Je ne suis pas une menace. Alors, on va rester infecté, on va rester zombifié en quelque sorte, et on va pouvoir malheureusement contribuer à des attaques globales. Ça peut bien sûr nuire à la réputation de ton entreprise également, ça peut nuire, il y a des pertes financières, etc. D'ailleurs, les statistiques, strictement pour les ransomware, strictement pour les logiciels qui nous demandent une rançon. Regardez la progression à partir du moment où on s'est retrouvé en 2019-2020 en COVID avec un paquet de gens qui devaient accéder à distance, des protocoles de sécurité qui étaient mal implantés, qui n'étaient pas déployés, des procédures qui n'étaient pas bien établies. Alors, on a eu une croissance extraordinaire. Et on s'est ramassé avec, regardez les montants, des millions et des millions de dollars qui ont été payés. Et qui plus est, la loi oblige les entreprises aux États-Unis, au Canada, à déclarer une attaque sur leur système parce que ça n'affecte pas que l'entreprise, ça affecte les données et les entreprises traitent avec des clients, donc les clients sont potentiellement concernés, donc il y a des lois. Mais il y a des entreprises qui vont être infectées, qui vont se dépêcher de payer la rançon, qui ne le déclareront pas. Alors ces montants-là ne reflètent même pas la vérité. Parce que non seulement l'entreprise va dire c'est grave, mais en plus, ça pourrait nuire à leur réputation. Si une entreprise de sécurité se fait attaquer pour un ransomware, en quelque part, tu vas dire, moi, je ne lui fais plus confiance, là, s'ils ont été eux-mêmes attaqués. Alors, le confinement, comme on le dit, a fait exploser les attaques. Et seulement pour les ransomware, les paiements rapportés, il y en a eu énormément. Le phishing, comme son nom l'indique, c'est aller à la pêche, le hameçonnage. Quand tu vas dans un étang, puis que tu lances ta ligne avec un verre au bout de ta ligne, tu ne sais pas ce que tu vas attraper. Donc oui, a priori, toutes les attaques sont de façon aléatoire, sauf quand il y a des grosses organisations, comme on le disait précédemment, des Russes, des Chinois ou des choses comme ça, qui disent « là, vous allez cibler le gouvernement américain ». Il faut qu'on trouve une façon de rentrer en quelque part dans les banques de données du gouvernement américain. Ou encore, on a besoin, je donne une prime de 500 000 yens au premier qui réussit à rentrer dans General Electric parce qu'on veut savoir ce qui arrive avec leur nouveau moteur électrique. On va être au fait on veut savoir si c'est une menace, on peut-tu copier les brevets, etc., etc., etc. Donc oui, il y a des attaques ciblées. C'est beaucoup plus difficile que d'aller à la pêche en espérant obtenir des résultats. Si tu t'en vas dans un étang et tu dis c'est juste ce poisson-là que je veux, bien, c'est sûr que tu vas prendre les hameçons conséquents, etc., etc., là, mais ça devient un peu plus complexe.
Alors, bien sûr, la première raison, c'est l'argent, c'est très payant. Mais la deuxième raison, comme on vient de le dire suite à cette discussion-là, c'est également d'aller chercher de l'information confidentielle. C'est vraiment la nouvelle face là, disons, tout ce qui s'appelle espionnage, comme on voit dans les films. D'après moi, là, il n'y en a plus beaucoup d'espions qui se déplacent, là. Les secrets industriels, les informations sur le crédit, les vols d'identité, mais privés, mais aussi corporatives. Parce que moi, avec l'identité corporative d'une grosse entreprise, je peux commander en Allemagne une tonne de moteurs électriques que je vais faire livrer dans un entrepôt qui va partir par bateau, puis à un moment donné, le temps que l'entreprise reçoive la facture, elle va dire, moi, je n'ai jamais commandé ça. Donc, il y a du vol d'identité corporative également, et des informations sensibles au niveau des brevets, des développements, ces choses-là. Il y en a énormément. La collecte d'informations, comme je vous disais tantôt, ça peut être très, 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 très payant, ou encore, ça peut être juste pour des raisons stratégiques, politiques, qu'on va aller chercher de l'information. À partir du moment où on sait qu'on est vulnérable, à partir du moment où on a une idée de comment ça fonctionne, qu'est-ce que nous, on peut faire pour essayer de se prémunir contre ce type d'attaque-là? Bien, il y a des bonnes pratiques, il y a des pièges à éviter, ou comment tenter d'éviter de possibles pertes importantes. Dans un premier temps, on va discuter de différentes méthodes, mais il faut commencer par élaborer les politiques qu'on veut implanter dans notre entreprise. Il faut dire qu'est-ce que nous, on fait dans notre entreprise, qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer d'éviter ce genre de problème-là. Dans un deuxième temps, il faut discuter de l'implantation. Il faut qu'on dise, bon, OK, j'ai publié une liste, j'ai distribué ça à tous mes employés. Ce sont les pratiques sécuritaires qu'ils doivent faire, ils ne doivent pas, blablabla. Quand tu apportes l'ordinateur à la maison, tu ne mets pas ça avec dans les mains de tes enfants. Il y a un paquet de... Tu ne regardes pas des vidéos sur YouTube, etc., etc. Il faut le promouvoir. Il faut dire, la feuille que je vous ai donnée, là, c'est pas juste une feuille. Vous devez le mettre en application. Vous devez faire en sorte que vous devez être sensibilisé, vous devez savoir que c'est grave. Et, qui plus est, il faut faire un suivi. À un moment donné, au bout de 3 mois, 6 mois, « Ah, moi, je me suis lavé les mains, j'ai publié toutes mes politiques informatiques, j'ai distribué tout ce que j'avais à distribuer. » Non, 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 c'est en constante évolution. Savez-vous c'est quoi la menace actuelle la plus populaire pour le hameçonnage? Installer ChatGPT. Il y a 7 ou 8 versions de ChatGPT qui ne sont pas ChatGPT. Tout le monde entend parler de ChatGPT, tout le monde veut installer ChatGPT. Mais si tu vas sur ton portable ou si tu vas sur ton ordinateur personnel, il y a de fortes chances que si tu ne regardes pas comme il faut, ce n'est pas ChatGPT que tu vas installer. TikTok, comme Huawei, est une compagnie chinoise qui est gérée par l'État chinois. Et encore une fois, cette compagnie-là va dire « Non, 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 tout est encrypté, on ne publiera jamais vos données. » Mais on sait que technologiquement, oui, ils ont accès aux données, puis on veut bien se fier à leurs paroles, mais tu sais... Alors, effectivement, TikTok va demeurer populaire auprès des utilisateurs individuels, mais au niveau gouvernemental, c'est de plus en plus banni. Merci pour la note, Fred, c'est tout à fait vrai, là. Alors, c'est ça. C'est très important. Cette diapo-là est très importante. Vous ne devez pas penser qu'en élaborant une politique de sécurité et en la distribuant à tout le monde, c'est fini. Vous devez impérativement faire la promotion, vous sensibiliser votre monde et vous devez faire un suivi parce que les menaces évoluent. Comment on se protège? Ben oui, il faut installer un logiciel antivirus. Quand je vous dis qu'il faut installer un logiciel antivirus, ça ne veut pas dire que vous devez payer pour un logiciel antivirus. La plupart des systèmes d'exploitation Windows aujourd'hui comportent Defender, un Firewall, un paquet de logiciels qui sont destinés à la protection de l'ordinateur. S'ils sont maintenus, tenus à jour, ils offrent une protection décente. Ce n'est pas extraordinaire, mais pour monsieur, madame, tout le monde, ça convient parfaitement bien. Très important, les mises à jour du système d'exploitation, ce qui m'amène à vous parler d'une deuxième attaque possible, un deuxième hameçonnage. Si vous avez une mise à jour qui apparaît de façon impromptue pendant que vous êtes sur une page web, cliquez ici, mise à jour importante. Oups! Non, ce n'est pas comme ça que ça se produit, les mises à jour. Il faut être sûr de la provenance. Il faut être sûr qu'est-ce que je mets à jour. Alors, les mises à jour de système d'exploitation, de navigateur, que vous utilisiez Chrome, peu importe, là, les mises à jour de navigateur, de système d'exploitation, les mises à jour concernant les logiciels spécialisés que vous utilisez dans vos entreprises. Si vous utilisez des logiciels de comptabilité ou des choses comme ça, gardez vos systèmes à jour. Parce que, justement, c'est ce qu'on appelle les failles de sécurité que ces entreprises-là découvrent. Ils vont essayer de les colmater le plus rapidement possible et publier des correctifs le plus rapidement possible. Utilisez un pare-feu. Le pare-feu, vous en avez déjà un firewall dans votre ordinateur. Il est activé par défaut. Il aurait pu être désactivé. La plupart des logiciels antivirus également
viennent avec un pare-feu un peu plus performant que celui du système d'exploitation. Et vous pouvez également, si vous avez une entreprise de moyenne importance, faire l'acquisition d'un pare-feu hardware, c'est-à-dire une unité mécanique qui est placée à l'entrée de votre système, qui va vraiment agir comme pare-feu, qui va contrôler le trafic, qui va regarder les choses un petit peu anormales et qui ne peut pas théoriquement être infecté, là, ou très difficilement, en tout cas parce que c'est une entité complètement séparée qui protège l'entièreté du réseau. Et bien sûr, n'oubliez pas de ne jamais ouvrir systématiquement les pièces jointes qui sont contenues dans un email, même si on touche votre corde sensible. Moi, j'ai une vieille madame à un moment donné qui m'avait dit « Oui, mais il me disait que je n'avais pas payé ma facture. Elle dit, je paye toutes mes factures. » Elle était comme insultée de ça, elle a réagi promptement, puis ça ne fonctionne pas. La même chose parfois avec, vous ouvrez une image, ça vous prend le lecteur PDF. Je n'ai un lecteur PDF. Ah non, il faut que tu prennes un autre lecteur PDF. Clique ici pour ouvrir le lecteur PDF. Non. Prenez la peine de bien lire et de bien réagir de façon sécuritaire. On a également la protection par mot de passe qui m'oblige à vous parler d'une nouvelle parenthèse. Vous avez peut-être entendu parler de la disparition éventuelle des mots de passe. Vous avez entendu parler de ça? OK. Ça commence. En ce sens que vous avez déjà une identification quand vous allez sur certains sites, vous dites « Je me rappelle de toi sur cet ordinateur-là. » Alors, go. Alors, ça fonctionne. Également, la biométrie. Je reconnais ton visage, je reconnais ton empreinte digitale. Et ça, effectivement, ça résout un problème. Ça résout le problème de la faiblesse des mots de passe. Parce qu'on est tous paresseux. Et on a tous peu de mémoire et on voudrait tous se rappeler de nos mots de passe. Alors souvent, on va utiliser des variations. C'est la date de naissance de ma fille, c'est la date de mariage de je ne sais pas quoi, puis des choses relativement simples, composées de relativement peu de caractères. Ce qui nous donne des encryptions relativement faibles. Vous l'avez peut-être déjà vu, il existe un paquet de logiciels sur Internet, je vous invite à les essayer, c'est décourageant. Vous tapez votre mot de passe, puis il va essayer de le décrypter, puis il va dire « Ce mot de passe-là que tu viens de me taper là 1,7 secondes. Je passe au travers. » Alors, un mot de passe, pour être sécuritaire, doit comprendre, bien sûr, vous l'avez déjà vu, et on vous l'impose de plus en plus. On vous dit minimum 8 caractères, minimum 12 caractères. Mettez des majuscules, des minuscules, des lettres, mettez des symboles, un signe d'exclamation, un signe de pièce. Vous devez ajouter des choses pour être sûr d'être bien protégé. Et lorsque vous utilisez une encryption biométrique, bien, si vous regardez, si vous êtes capable de voir le mot de passe en quoi il consiste, là, ça 200 lettres de long avec des chiffres, c'est pratiquement indécryptable. Alors, c'est la raison pour laquelle la biométrie et les ordinateurs encryptés avec « je me rappelle de toi » vont éventuellement supplanter les mots de passe. Mais en attendant, vous devez utiliser des mots de passe sécuritaires. Oui, c'est moins important peut-être pour la banque ou ces choses-là parce que dès que vous avez fait 2 ou 3 ou 4 tentatives, le système va barrer. Mais dans votre ordinateur, moi, personnellement, tous mes mots de passe sont dans un document Word encrypté en 256 bits. C'est un document Word. Si mon mot de passe n'est pas bien protégé, et si un pirate réussit à rentrer dans mon ordinateur pour me transformer en zombie ou peu importe pour utiliser ou fouiller un peu mon contenu, tu sais, ça ne sera pas payant, il ne pourra pas me lancer un ransomware d'1 million parce que je n'ai pas d'argent à me payer. Mais s'il fait juste fouiller dans mon ordinateur puis qu'il tombe sur mon document Word qui est protégé par un mot de passe à 4 caractères, il va, en dedans d'une seconde, il va être rentré dans mon document Word qui comprend toutes mes cartes de crédit, tous mes mots de passe, tout mon information virtuelle. Alors, c'est évident que ce document-là, qui est relativement bien protégé, 256 bits, c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même bien protégé, mon mot de passe est relativement complexe pour ne pas que vous puissiez l'ouvrir facilement. Puis en plus, il ne s'appelle pas mot de passe, il s'appelle recette de biscuits. Il faut le savoir. Vous avez également les logiciels de gestion de mots de passe là, qui sont populaires, mais pour lesquels souvent il faut débourser. On a parlé des protections complémentaires. On a parlé également de protection physique. Alors oui, il existe des firewalls physiques qu'on branche à l'entrée de notre système pour nous protéger justement contre tout ça. Et si vous avez, et c'est le cas avec le télétravail, si vous avez besoin de communiquer avec votre bureau, si vous avez besoin d'être à l'extérieur ou de communiquer, il est primordial d'utiliser un VPN pour éviter les attaques de type man in the middle, l'homme du milieu, parce que c'est très, très important. C'est très, très important de faire en sorte que nos informations qui circulent de notre ordinateur à notre entreprise ne soient pas lisibles. Et un VPN, un réseau privé virtuel, va avoir l'avantage d'encrypter toutes ces données-là. La compagnie qui m'a donné l'accès virtuel, le réseau virtuel, ma compagnie possède la clé.
Puis moi, j'ai une clé également dans mon ordinateur. Puis quand je prends mes informations, elles sont encryptées, passent dans le tunnel, décryptées du côté de l'entreprise. Je m'éloigne de mon micro. Et ça va faire en sorte que ce qui circule entre les deux n'est pas déchiffrable, n'est pas lisible. Alors, c'est très, très important. Également, si vous avez un VPN et que vous êtes dans un aéroport et que vous dites « je dois accéder à l'Internet » ou des choses comme ça, parce que ça arrive très souvent, ou encore dans un endroit où il y a un réseau public dans le sud ou n'importe quoi, mais ce que vous allez faire avec le VPN, c'est que vous allez prendre votre ordinateur, cliquer sur le VPN, vous allez vous connecter au bureau et du bureau, vous allez naviguer sur Internet. Le résultat va être le même pour vous. Vous allez voir les pages, vous allez voir les films, vous allez voir tous les abonnements, vous allez tout voir. Mais vous allez voir comme si vous naviguiez à l'intérieur du bureau et ce que vous faites à partir de l'hôtel, du lobby de l'hôtel, aller au bureau, c'est encrypté, c'est sécuritaire. Alors, les VPN coûtent peu cher, certains sont gratuits. Si vous vous déplacez, que vous utilisez votre ordinateur à l'extérieur, envisagez-le sérieusement. Et le VPN existe également pour le téléphone. Si vous avez un abonnement payant, bien, probablement qu'il va inclure téléphone, tablette, ordinateur, etc., etc., etc. Et c'est relativement abordable. Oups, qu'est-ce que j'ai touché là, moi? Excusez-moi. OK, c'est ça. Donc, nos mots de passe protégés, ça ici, et le VPN. Maintenant, la dernière partie, peut-être la plus importante. Oh, c'est pas important, j'ai pas beaucoup de données, même s'il se passe quelque chose, j'ai rien de... Non, 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 c'est plus ça, malheureusement. Malheureusement, depuis septembre 2022, entre autres choses, au Québec, il y a une législation. Elle est en application. La loi 25, entre autres. Il y a des projets de loi qui sont en train d'être développés au fédéral également. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait que vous êtes rendu imputable. Je vais vous poser une question, vous allez peut-être être surpris. Qui est le responsable des données informatiques dans vos entreprises individuelles? Ah, mais il n'y a personne de nommé. S'il n'y a personne de nommé, effectivement, c'est le propriétaire ou la personne responsable de ces choses-là. Mais en théorie, dans une organisation, il doit y avoir une personne de nommé. Ça fait partie de la loi. La loi vous oblige à nommer un responsable. Et ce responsable-là doit s'informer. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est important? La compagnie, elle ne veut pas vous protéger, vous. Elle veut protéger les données que vous avez sur les clients avec lesquels vous transigez. Votre protection, c'est votre problème. Si vous avez quelque chose de majeur à vous, c'est pas grave. Mais si on accède à vos données, je n'accède pas qu'à vos données à vous, j'accède aux données de toutes les personnes avec lesquelles vous transigez. Et ça, c'est problématique. Et d'ailleurs, à cet effet-là, c'est un cas qui m'a vraiment marqué parce que c'est un cas qui date de longue date. On parlait de hameçonnage tantôt, puis on parlait d'usurpation d'identité. Êtes-vous au fait du problème qu'a vécu à Grivois, là, 7-8 ans de ça? Non? Bien, justement, quelqu'un qui avait réussi à rentrer dans un système comme ça parce que le président était en vacances en Europe, ou je ne sais pas trop où, puis il n'a pas utilisé d'encryption. Il y a quelqu'un qui a réussi à avoir ses communications, il a réussi à avoir les adresses avec lesquelles il communiquait, son adresse à lui, etc., etc. Et à distance, cette personne-là a écrit « Salut Sylvie, Sylvie qui était l'adjointe du président. Là, je suis en train de négocier quelque chose. Là. Je viens d'avoir un contact avec des Chinois en Europe qui pourraient nous livrer des pelles en plastique, blablabla. Fait que là, tu vas me faire un transfert tout de suite dans ce compte de banque-là là, parce que je veux sécuriser le deal. Fais ça vite. » Elle l'a fait. Puis, malgré le fait que ça a été transféré dans un compte, ils ont essayé de récupérer. En plus, pire que ça, le gars, quand il a vu que ça a marché une première fois, il a redemandé une deuxième fois, puis elle l'a refait une deuxième fois. Et je parle de millions. Ouais. Alors, malgré le fait que tout le monde était protégé, cette dame-là n'était pas au fait que, puis elle a dit, ça vient de mon président, puis il vient de me parler, puis il m'a dit justement, oui, je suis en vacances, ça va super bien, je suis au bord de la piscine, mais, tout était plausible. Puis en plus, il dit, va demander à... Puis il a donné le nom de la comptabilité, occupe-toi de ça. C'était très plausible. Pauvre petite madame. Mais c'est justement, il faut faire attention à ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, il y a une législation qui fait en sorte que, dans ce cas-là, ça a coûté seulement à l'entreprise. Mais si vous aviez une entreprise qui perdait des données, comme c'est arrivé à Desjardins, bien, effectivement, il y aurait une loi qui vous obligerait. La loi provinciale, d'ailleurs, je m'excuse, on ne fait jamais ça, une diapo avec énormément de texte, mais il faut désigner une personne responsable de la protection des renseignements personnels. En cas d'accident, de confidentialité, tenir un registre de tous les incidents. Prendre rapidement des mesures afin de diminuer le risque qu'un préjudice soit causé aux personnes concernées. Une entreprise doit aussi aviser la commission et les personnes concernées de tout incident représentant un risque sérieux ou un préjudice. On doit divulguer préalablement à la commission la vérification ou la confirmation d'identité faite au moyen de caractéristiques ou de mesures biométriques. On doit respecter le nouvel encadrement applicable de la communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne, etc., etc. Il y a également un paquet de contraintes, comme par exemple, vous conservez ad vitam aeternam les données de vos clients.
Mais là, il y a une période de péremption, il y a une date. Et puis, à partir de telle date, il faut que ça soit détruit. Puis, ou encore, il faut demander au client s'il veut reconduire, etc., etc. Alors, il y a énormément de contraintes. Les contraintes existent. Et justement, qu'est-ce qu'on doit protéger? Bien, on doit protéger les informations comme les photos, les adresses, les identifiants en ligne, les numéros de carte de crédit, c'est évident, les données de santé, très, très important, les données de localisation, où est située cette personne-là, le profil culturel ou social, etc., etc. Il y a un paquet d'informations qui ne doivent pas être divulguées. Qui plus est, ne doivent pas être divulguées à l'interne. Si ces informations-là résident et qui sont accessibles par tous vos employés, bien, c'est pas normal qu'un employé puisse aller voir que tel client, il est né telle date, puis il gagne combien, puis etc. Alors, il y a une protection à faire également à l'interne, non seulement contre les attaques. Alors, vous auriez intérêt peut-être à vous familiariser un peu plus avec les contraintes de ces différentes législations-là qui sont en vigueur actuellement. Il faut déterminer qu'est-ce que je peux partager, qui peut consulter, qui est le responsable de tout ça, pendant combien de temps, on en a parlé tout à l'heure, où que je dois les entreposer. Est-ce que tu dis, « Ah, mais je les ai sur mon serveur, ils sont dans le cloud, ils sont ici, ils sont là. » Il faut que tu me dises exactement où ils sont, tes données. Je veux que tu me dises, présentement, ces données-là sont là, là et là. Je veux le savoir. Quelles sont les pénalités? Hein? Qu'est-ce qui m'arrive si je me fais pogner, puis qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et on doit définir, bien sûr, qu'est-ce qu'une donnée personnelle, là. Alors, il y a vraiment pas mal de contraintes là-dedans. D'ailleurs, à cet effet-là, il va y avoir des formations complètes. C'est un abrégé de tout ce que je vous donne aujourd'hui, mais il va y avoir des formations un peu plus complètes. Il va y avoir l'aspect technique, l'aspect légal, plutôt l'aspect technique, puis l'aspect comment monter des politiques de sécurité à l'interne avec des exemples ou des choses comme ça qui vont se donner à l'automne par la formation continue. Et justement, il y a des petites grilles à faire comme ça pour savoir qui fait quoi, qu'est-ce qui doit être protégé, qu'est-ce qui doit être gardé, où est-ce que ça doit être gardé, etc., etc., etc. Alors, la législation, très, très important. Beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. Et on est imputable. L'entreprise est imputable. Il y a maintenant des lois. Sachez par contre que c'est tout nouveau. Il y a une certaine tolérance et que la loi n'a pas encore de dents. Il y a des choses qui sont prévues, mais il n'y a pas d'inspecteur, il n'y a pas de... Tu sais, c'est pas encore mis de l'avant. Peut-être qu'ils vont attendre une autre catastrophe là, avant d'y aller pour imposer tout ça. Mais actuellement, il y a un petit peu de laxisme, là. Les lois existent, mais elles ne sont pas nécessairement mises en application de façon très stricte. Alors, on a fait le tour à peu près, hein? Vite, vite, vite. J'espère que ça a démystifié certains aspects ou ça va vous rafraîchir la mémoire sur justement de quoi il s'agissait. Sinon, si vous avez des questions, éventuellement, ben, c'est le temps. Je peux servir de personne ressource. Vous en avez déjà posé plusieurs en cours d'opération, c'est une bonne chose. On parlait de logiciels d'antivirus puis de choses comme ça, mais il existe également des outils sur Internet, comme on le disait tantôt, qui vous permettent, entre autres choses, de tester la solidité de votre mot de passe, mais il y en a d'autres aussi. Malheureusement, ceux-là sont plus ou moins payants. En fait, la première étape n'est jamais payante. On attire toujours le monde avec du miel, puis après ça, bien, il faut qu'il paye. Mais la première étape consiste à dire, vérifiez, tapez votre adresse de courriel, puis on va vous dire si cette adresse de courriel-là ou cet identifiant-là existe sur le dark web. On sait c'est quoi le dark web? La partie cachée. Hein? Il y a trois niveaux, le web. Il y a le web qu'on utilise tous les jours, qui est à peu près le tiers de l'iceberg, là, si on met un iceberg. Le 2 tiers, le reste, là, c'est pas le 2 tiers, mais la majeure partie de ce qui reste, c'est le deep web, c'est-à-dire les sites de banque, les catalogues, que ça prend un mot. Dès que ça prend un mot d'accès, un mot de passe avec un password, avec un identifiant, on appelle ça le deep web. Mais il y a une toute petite partie en bas qui contient énormément d'informations qui n'est accessible qu'avec des logiciels spécialisés. Et là-dedans, entre autres choses, il y a des banques de données. Et je peux acheter pour, mettons, 1 000 12 000 informations. Parce que les pirates qui vont chercher l'information ne vont pas nécessairement l'utiliser eux-mêmes. Ils vont la mettre en vente. Alors moi, je vais aller chercher, puis dans les 12 000 que je vais trouver, je vais retrouver des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des numéros de carte de crédit. Sur les 12 000, il y en a peut-être la moitié qui vont déjà avoir été désactivés, dépendamment de la date. Il y en a peut-être encore une autre moitié qui ne sera pas complète. Mais il y en a peut-être une petite partie que je vais être capable d'utiliser pour aller sur Amazon, comme ça se fait régulièrement, avec des fausses cartes de crédit pour faire livrer un paquet de cochonneries dans un entrepôt, puis le lendemain, tout part de l'entrepôt. Hein, ça se fait en 2 jours, les livraisons d'Amazon dans les grandes villes. Alors, pour savoir si votre information a leaké, a coulé sur le dark web, il y a des sites sur lesquels vous pouvez taper votre adresse, puis on va vous dire « Oui, c'est le cas, payez-nous 5-6 piastres », puis on va vous dire où, quand, comment, pourquoi. Souvent, c'est insignifiant.
Souvent, il n'y a que votre adresse, rien d'autre. Mais parfois, vous dites, oups, ils ont mon adresse, ils ont mon nom, ils n'ont pas de numéro de assurance sociale, pas de numéro de carte de crédit, mais on peut être surpris. Puis là, tu vas te creuser la tête longtemps, tu vas dire, ils ont trouvé ça où, cette information-là, quand même? T'sais. Comment ça se fait qu'ils ont réussi à publier mon adresse, mon nom, avec mon adresse de résidence, exemple, dans une liste qu'on retrouve justement pour les pirates sur le dark web? Alors, c'est un petit peu... ça fait peur. Alors, c'est possible de le vérifier, effectivement. Il y a également l'avantage, les entreprises sont plus à risque de subir du spam que les particuliers jusqu'à un certain point. Je ne recommande pas à une entreprise d'utiliser une adresse Gmail ou Hotmail ou n'importe quoi, mais étant donné le volume d'informations qui passe par Gmail ou par Hotmail ou par n'importe quoi, dès qu'ils voient une distribution qui est plus ou moins spam ou à grande échelle ou n'importe quoi, souvent, tu ne la reçois pas chez toi. Tandis que quand tu as une adresse à produit Charlevoisien, à commercial produitcharlevoisien.com, bien ça, c'est des petits sites, puis eux autres, tu n'as pas les outils nécessairement pour filtrer, fait que tu peux recevoir plus de spam à des adresses privées qu'à des adresses, disons-le, pas commerciales, mais de grande échelle, comme Hotmail, Gmail, ces choses-là. Fait que ça m'étonne que tu me dises que tu reçois beaucoup de contenu. Ouais. Ouais. Il y a une loi, encore une fois, il y a une législation au Canada qui fait en sorte que si je t'envoie de la publicité non sollicitée, je pourrais me faire punir, faire taper ses doigts, pas grand-chose, mais en tout cas, ils vont me punir quand même. Et puis également, il doit y avoir obligatoirement un bouton de désabonnement dans le bas de ta page. Mais ce que les entreprises font pour contourner tout ça, ils donnent le job aux Chinois ou n'importe quoi, puis ils disent, garde, envoie-moi un paquet d'adresses, puis c'est pas moi. Fait que c'était très pertinent. Puis tu as souligné un autre point tantôt. Quand tu as parlé de psychologique, je pensais que tu allais l'aborder. On disait que dans les informations personnelles des différents individus, on retrouvait peu de choses, mais on peut retrouver aussi des choses compromettantes. Ça arrive beaucoup au niveau des réseaux sociaux puis des ados. Il y a un paquet de photos, des fois, ou de conversations ou d'informations qui sont non divulgables, qui nous concernent personnellement, qui peuvent éventuellement être utilisées à des fins de corruption ou de n'importe quoi. Je suis certain qu'à un niveau de grande échelle, là, il y a du chantage que je fais avec des personnes importantes parce qu'ils ont réussi à prendre des données confidentielles dans leur... On a une vie numérique, là. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, c'est tout écrit en quelque part dans le cloud, dans les nuages, sur les Internets. En règle générale, il y a très peu de chances que tu attrapes quelque chose en consultant. Tu vas sur YouTube, tu consultes. Tu vas cliquer dans un lien, tu vas cliquer sur une vidéo dans YouTube, tu vas la consulter. Peu de chance. Par contre, à partir du moment où tu dis « Ouais, mais il faut que j'installe tel player ou tel lecteur, ou il faut que j'installe tel complément », c'est quand tu installes quelque chose. Parce que tu n'es jamais sûr à 100% que ce sur quoi tu cliques, c'est effectivement ce qu'on annonce. Et c'est là où ça devient problématique, parce qu'on le disait précédemment, entrer par des failles de sécurité dans un petit système, c'est très difficile. Dans un gros, il faut être très alerte, là, mais tu sais, quand on a 100 000 personnes qui travaillent juste pour ça à l'année, ça aide. Là. Mais c'est plus difficile d'entrer sans que quelqu'un nous ouvre la porte. Puis pour ouvrir la porte, il faut que toi, en tant qu'utilisatrice, le mot d'ordre, il n'y a pas juste ça, mais la principale cause de problème ou d'infection, c'est « j'ai cliqué à la mauvaise place ». Si tu ne cliques pas, puis souvent, c'est je clique, puis je reclique une deuxième fois. Ah là, t'es fait. Il n'y a plus moyen de s'en sauver. T'es infecté, c'est sûr et certain. Puis on espère que ton système de protection interne va être capable de réagir assez vite pour limiter la propagation. Mais YouTube, à proprement parler, pas vraiment. Les cookies suivent le compte que tu as mis. Ton compte est, par exemple, si tu es dans l'écosystème de Google, tu as un compte Gmail. À partir du moment où tu as un compte Gmail puis que tu utilises Chrome puis ces affaires-là, tous tes cookies vont te suivre sur ton téléphone Android, etc. Même chose dans l'écosystème d'Apple, même chose dans Microsoft maintenant qui insiste énormément pour nous faire créer des comptes partout. Et là, les fameux cookies te suivent et de ce fait, c'est toi qui es identifié comme étant la navigatrice. Fait que c'est sûr que tu vas avoir des publicités de... le partage de comptes est problématique à ce niveau-là. Ça devient de plus en plus complexe. Et également... comme je te le répète, ce n'est pas la consultation. La pire chose qui est arrivée pendant la pandémie, c'est les enfants qui jouaient avec les ordinateurs des parents. Ça a été mortel. Ils voulaient installer un petit bonhomme ou un nouveau site ou n'importe quoi. Ça a été catastrophique. Alors, évidemment, garde de toute façon, tout ce que tu dis, ça passe par la formation du personnel, la sensibilisation du personnel. Il faut que tu les expliques pourquoi. C'est pas parce que je veux pas que tu regardes des vidéos. C'est parce que tu peux potentiellement nuire à l'entreprise de façon extrême, puis on veut vraiment pas que ça arrive, alors tu veux pas te sentir coupable. La formation. Former le monde, les expliquer pourquoi, faire un suivi, c'est vraiment la meilleure approche. À partir du moment où tu es infecté,
le plus important, c'est bien sûr de déterminer de quel type d'infection il s'agit. Ça, il faut en être sûr. Et puis, il ne faut pas se fier au message de ton antivirus qui dit « j'ai réussi » ou « j'ai passé au travers » ou « c'est réglé ». Si c'est dans le domaine commercial, fais affaire avec des professionnels pour être sûr qu'il ne reste aucune trace de ton éventuelle infection. Parce que, comme on le disait précédemment, un virus digne de ce nom, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va faire disparaître les traces de sa présence. De toute façon, étonnamment, il y a des millions d'ordinateurs qui sont présentement infectés sans que les gens le sachent. Ils sont zombies jusqu'à un certain point, mais ils sont zombies en ce sens qu'il y a du monde, en quelque part, russe, nord-coréen, chinois, américain, je m'en fous. Il y a du monde, en quelque part, qui volontairement trouve des façons pour placer des chevaux de Troie dans des systèmes, puis ils les laissent là. Un cheval de Troie, c'est effectivement quelque chose que tu as placé dans l'ordinateur. Puis tant que le monde ne sortira pas du cheval de Troie, il ne se passera rien, il reste dedans, mais il est là. Puis quand je vais en avoir besoin, je vais l'activer, puis là, ça va dégénérer. Ça a été la même chose avec, écoutez, on parle de système informatique en général. Je vous dis toujours ordinateur, tablette, téléphone, mais vous êtes peut-être au courant des Américains qui avaient placé un gros cheval de Troie dans les centrales nucléaires iraniennes. C'est des systèmes d'exploitation Linux, là, puis ils avaient vraiment réussi à infecter. Puis quand ça a été le temps, ils ont pesé sur le piton, puis ça s'est mis à spinner, puis ça a explosé, puis ça a posé problème, là. Alors oui, il y a plus d'infections qu'on le pense. On est peut-être tous un peu infectés jusqu'à un certain point. Peut-être que Microsoft s'est gardé des portes dérobées dans tous nos systèmes d'exploitation. Peut-être que Apple a fait la même chose. Alors c'est ce qui conclut notre présentation. On a fait le tour. Oui, merci beaucoup. Ouais, c'est la dernière diapo. Ça fait plaisir.